Je m'appelle Damien Maudet, moi je suis député de la Haute-Vienne dans la première circonscription. Aujourd'hui, on vous propose donc une conférence sur la question des pompiers. Je ne sais pas si on peut dire sur la profession de pompier, parce que ce n'est pas entièrement une profession, puisqu'il y a un grand nombre de volontaires et on va y revenir. Rapidement, avant de présenter toutes nos intervenantes et nos intervenants, pourquoi est-ce on a décidé de caler une conférence sur les pompiers qui s'appelle donc En terrorisme et fatigue. L'objectif premier en vérité, c'est d'écrire une proposition de loi pour améliorer justement le service public des pompiers. Alors comment ça se passe? Comment on va pouvoir y répondre? Est-ce que c'est en augmentant le nombre de volontaires, en augmentant le nombre de professionnels, ou est-ce que c'est en réduisant les missions? Enfin, tout un tas de sujets, à mon avis, auxquels on va pouvoir échanger un peu là-dessus. Avec moi pour discuter de tout ça, Romain Pudal, donc sociologue, auteur de Retour de flamme, Charlotte Roser, ex-pompier volontaire, Sébastien Delavoux, responsable de la CGTS 10, et Marion Beauvalet, co-animatrice du livret sécurité. Avant de donner la parole, juste quelques points. Tout d'abord, il faut savoir que le service public des pompiers, c'est un service public qui est assez atypique puisqu'il est composé à 80% de volontaires. Je ne sais pas si c'est connu de toutes et tous, avec 5% de militaires à peu près, un petit peu plus, et 15% de professionnels, donc qui vivent de ce métier-là. D'autres données, quand même c'est quelque chose qui est inédit, je crois, en Europe, sauf erreur, mais on pourra aussi en discuter avec toi, Sébastien, sur le fait qu'il y ait autant de volontaires dans un service public. Et le cœur du problème, justement, ça peut être également ses effectifs. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu cet été avec notamment les méga-feux. D'ailleurs, les méga-feux, nous, ça là, on en sort aussi d'une série d'auditions avec des pompiers. Beaucoup nous ont dit les méga-feux, c'est un peu notre Covid à nous. C'est-à-dire que c'est le moment où on a toutes et tous parlé des pompiers, mais il y avait déjà des problèmes qui existaient avant. D'ailleurs, il y avait un certain nombre de manifestations dont certains ont pu ressortir les vidéos au moment où Gérald Darmanin parlait des pompiers. On a pu ressortir les vidéos de l'accueil qui était réservé aux pompiers lorsqu'ils manifestaient. Mais la question des effectifs, en fait, en 20 ans à peu près, les effectifs de pompiers, que ce soit volontaires ou pro, ont baissé de 2%, alors que les interventions, elles, ont augmenté de 20%. Aussi, un des points peut-être avant notre débat, c'est un point de vigilance. Effectivement, dans les dernières semaines, derniers mois, on a énormément parlé des méga-feux, de la question des pompiers et de la sécurité vis-à-vis des incendies. Mais nous, on a décidé de ne pas se cantonner uniquement à ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les feux, c'est minoritaire dans les actions des pompiers. C'est quelque chose, c'est 6% des interventions, alors que le secours à la personne, c'est autour de 80%. Un des points sur les effectifs, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on voulait faire une proposition de loi pour répondre à cette problématique, c'est qu'il y a si les effectifs stagnent, voire diminuent, on a surtout un fort turnover chez les volontaires, donc 80% des pompiers, avec entre 30 et 40% qui ne renouvellent pas leur engagement de pompiers volontaires au bout des 5 premières années. Donc cette conférence, elle se veut d'une part donner des billes, y compris chez nous et souvent à gauche, parce que ça a été un sujet qui honnêtement a été souvent délaissé en vérité à gauche. Donc aujourd'hui c'est donner des billes, donner des éléments à chacune et chacun, notamment quand vous allez chez vous militer. Je pense que c'est un sujet sur lequel on doit vraiment être, on doit être devant. C'est également donc écrire cette fameuse proposition de loi de comment on peut améliorer les choses. Et enfin, un dernier point, mais ça moi je l'avais vu à la lecture du livre de Romain Pudal, mais en fait on a pu le vérifier, je pense que chacune et chacun, c'est qu'aujourd'hui le service public des pompiers il est traversé quand même d'une problématique, c'est que c'est un service public de secours à la personne, avec des missions qu'on pourrait voir comme le bras gauche de l'État, à savoir aider les gens, sauver, c'est la sécurité pour toutes et tous, et paradoxalement, les gens qui composent ce service public, même s'il y a assez peu d'études, mais on va dire les études qualitatives l'explique, les gens qui composent ce service, les pompiers, sont davantage tentés par un vote qui est celui du Rassemblement national que par un vote à gauche et aussi surtout par un vote pour la France insoumise. Donc pour moi c'était aussi, il faut absolument qu'on saisisse de sujet déjà pour mettre en sécurité les pompiers, mettre en sécurité les gens et aussi qu'on soit à la hauteur de ce service public et à la hauteur donc, de la sécurité de toutes et tous. Donc je vous propose de commencer, on va avoir un tour de parole entre à peu près un peu 45 minutes, un peu plus pour les intervenants et après on échangera, on pourra faire une série de questions-réponses. Donc si ça vous va, je donne la parole donc maintenant à Romain Pudal, auteur de sociologue et auteur de Retour de flamme. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci à Damien Maudet d'avoir proposé cette conférence. Oui, effectivement, je vais faire une chose relativement simple, c'est que je vais essayer de présenter ce service public qui est à la fois très connu puisque tout le monde connaît les pompiers et très méconnu puisqu'on en connaît en fait assez mal le mode de fonctionnement.
La première chose à savoir, ça a été dit déjà dans l'introduction, mais c'est un point crucial, c'est qu'effectivement c'est un service public qui est vanté pour son professionnalisme, mais qui repose sur des non-professionnels pour une très grande partie d'entre eux, donc des pompiers volontaires. Et alors, qui dit volontaire, là aussi, pas de méprise. Volontaire, c'est pas bénévole. Et c'est là que une des problématiques récurrentes de ce milieu professionnel ou de ce métier se pose, c'est que l'engagement comme pompier volontaire donne lieu à un certain nombre de problèmes, à savoir d'abord, évidemment, du point de vue des gens qui s'engagent, la disponibilité, les compétences à acquérir, les risques encourus, etc. etc. Ça, on peut l'imaginer. Mais le fait de ne pas être bénévole, c'est aussi que être volontaire, c'est être payé pour son engagement chez les pompiers, le temps où on est en caserne. Alors, il y a différents types de gardes, donc là aussi, vous me direz à quel niveau de détail vous voulez que je rentre, mais on peut être à la fois soit en garde postée, donc vous venez à 7h ou à 8h du matin, vous repartez à 7h ou à 8h du soir de votre garde, d'accord ? Soit vous êtes en astreinte. Techniquement, quand on lit la plupart des textes, on pourrait se dire les pompiers volontaires sont tous en astreinte, c'est-à-dire c'est du plus. Quand il y a un problème particulier, on les appelle, mais en réalité, c'est pas sur eux que ça fonctionne. Ça n'est pas vrai. Des milliers et des milliers de gardes postés, c'est-à-dire des gens qui sont là 24 heures, 12 heures, etc., sont assurés par des pompiers volontaires. D'accord ? Donc je disais, c'est pas du bénévolat, donc vous êtes payé à la vacation horaire, qui est à la fois une rémunération extrêmement modique, elle est très faible, c'est pas là qu'on se fait de l'argent, hein, mais en même temps ça induit un rapport à l'engagement qui est particulier, parce qu'en réalité c'est assez rapidement considéré comme une source de revenus. Alors j'y viendrai peut-être dans un deuxième temps de l'intervention sur le portrait un peu sociologique de ce groupe, mais en étant pompier volontaire, vous gagnez quelques centaines d'euros par mois, ça n'est pas totalement négligeable, hein, surtout quand vous avez peu de revenus, quand vous êtes précaire, quand vos métiers ne sont pas assurés, quand vous êtes intérimaire, etc. etc., etc. Et donc ça induit par rapport à votre engagement un rapport particulier qui est qu'effectivement vous lisez, ou à un moment vous pensez votre engagement sur le mode du job, quoi, du petit job qui peut servir. Une précision sur les statuts, comme on a effectivement, Damien le disait, des tas de problèmes d'effectifs, il faut savoir qu'il y a une multiplication des statuts dans le monde pompier, comme on peut le voir d'ailleurs dans d'autres services publics. On va chercher des CDD, on va recourir au service civique, etc. etc. C'est-à-dire en gros, on cache la misère. La misère, c'est la misère qu'il n'y a pas assez de monde pour assurer ces services départementaux d'incendie et de secours. Donc, je le disais, multiplication des statuts et un brouillage des frontières assez complexe parce que, comme un certain nombre de volontaires assurent des missions comme les professionnels, ils finissent par se vivre sur le mode professionnel. Hein, ils sont payés pour ça, ils font des gardes comme les pros. Et sachez-le, un volontaire qui a un certain grade et une certaine ancienneté commande à des professionnels. Donc à quelqu'un qui a réussi le concours, qui a eu la formation, il va être commandé par un pompier volontaire qui, le reste du temps, est, je sais pas moi, garagiste, réparateur distributeur de banque, etc. etc. D'accord ? Donc l'histoire des vacations, ça a conduit d'ailleurs la CGT à parler de salarisation latente du volontariat. Ça, c'est cette problématique là. Alors, ce qui renforce le fait de penser cet engagement sur le mode du petit boulot, c'est que tout un tas de mesures politiques vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a créé une PFR qui est en fait une prestation de fidélisation et de reconnaissance, qui est une façon de reconnaître davantage l'engagement, mais qui en fait a été lu en interne par beaucoup de pompiers comme un plan retraite, une espèce de petit plan retraite pour volontaires. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis aussi, il existe des syndicats de pompiers volontaires, d'accord ? Donc vous avez une espèce de syndicalisation assez étrange en réalité, puisque ces gens, c'est pas leur métier, ils sont pas censés être là pour l'argent ni pour la retraite. D'ailleurs, ils ne sont pas là pour ça, mais de fait, ils sont pris dans cette logique où progressivement on les prend et on les considère comme des pros, plus ou moins, parce qu'il y a tout un tas de problèmes sur le fait qu'ils n'ont pas accès à certaines primes, ils n'ont pas accès à certaines formations, etc., etc. Mais en définitive, ils vont, dans certains cas, se syndiquer pour défendre leurs intérêts. Alors Sébastien, tu me diras, mais souvent en lien avec les syndicats pros, ce qui est assez compliqué, parce qu'il faut être à la fois sur des revendications que les pros acceptent et qui ne rentrent pas en contradiction. Bon. Donc c'est un milieu où il y a un grand brouillage des frontières entre les statuts, entre les gens, etc.
D'ailleurs, vous-même, quand vous faites appel aux pompiers, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je dis ça sans mauvais esprit. Hein, ça peut être un pro, ça peut être un volontaire. Si vous êtes à Paris et dans la banlieue, c'est donc un militaire. Hein, il faut le savoir. À Marseille, c'est un militaire. Donc vous avez comme ça tout un tas de statuts et de gens qui sont censés, c'est une valeur cardinale du milieu, hein, et qui sont censés être dans la cohésion, travailler ensemble, et qui en même temps pratiquent cette activité dans des conditions qui sont rigoureusement différentes les unes des autres. D'ailleurs, en termes de carrière, en termes de rémunération, en termes de considération, etc. Mais à l'instant T, si je puis dire, où ils ont l'uniforme, pour vous comme pour tout le monde, en gros, ils sont tous pareils. D'accord ? Donc, le discours politique sur l'engagement pompier consiste essentiellement à faire appel à l'engagement citoyen, à l'esprit civique, etc. et à ne jamais poser frontalement la question des modalités concrètes de l'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça induit comme rapport à cet engagement. Sachant que beaucoup de pompiers sont jeunes, il faut savoir que beaucoup aussi vont vivre cet engagement de pompiers volontaires comme un engagement fort qui va parfois les conduire à arrêter leurs études, à ne pas faire des formations professionnelles, etc. jusqu'au jour où, parce que c'est un peu de l'argent facile, entre guillemets, jusqu'au jour où ils sont blessés, où ils sont fatigués, où ils sont, etc. Et là, entre guillemets, ils se réveillent, et ils se réveillent un peu tard, c'est-à-dire sans diplôme, sans avoir cotisé, etc. et sans avoir été embauchés comme pro, etc., etc. Donc, il peut y avoir des désillusions assez cruelles suite à l'engagement. Et ça, c'est des illusions, on ne les voit jamais. Alors d'ailleurs, dans les rapports, dans les chaînes ou dans les reportages qu'on voit sur les pompiers, ils sont toujours beaux, jeunes et en pleine forme et toujours motivés. On en discutait avec Sébastien. Bon, voilà, il faudrait faire aussi des reportages la nuit dans certaines casernes avec des gens moins jeunes et peut-être moins motivés. Toujours est-il que cette histoire de statut, de vacation, de syndicalisation paradoxale, il y a une question, ou en tout cas il y a un ensemble de questions qui ne sont jamais posées, je le disais, par le politique. J'avais suggéré qu'on les posât, comme on dit, à savoir, pour avoir une idée, pour avoir une vraie cartographie et de ce que pensent les pompiers ou de ce que vivent les pompiers. Voilà les questions toutes simples. Alors c'est des questions de sociologues, c'est-à-dire des questions bassement matérialistes à certains égards. Est-ce que vous continueriez à être pompier sans être payé, sans vos vacations horaires ? Je sais que ça a été un projet politique, j'aimerais bien voir ce que ça donne. À quoi vous servent vos vacations ? Est-ce que c'est pour la fête du samedi soir ou est-ce que ça fait partie en gros de ce qui a été calculé pour l'emprunt pour acheter votre pavillon ? C'est pas tout à fait pareil, évidemment. D'accord ? Et est-ce que vous avez, par exemple, tenté le concours pro ? Est-ce que vous continueriez cette activité comme pro si vous le pouviez ? À savoir donc que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui sont précaires du point de vue du boulot, qui sont pompiers volontaires en plus, hein, mais il est assez probable, ou il était assez probable, il faudrait voir comment ça évolue, qu'un certain nombre d'entre eux font ça. C'est une position d'attente en espérant avoir un concours pro et devenir professionnel et en faire réellement leur métier. Voilà. Alors sur le deuxième point, je ne sais pas combien j'ai pris de minutes, mais peut-être voilà. Sur le deuxième point que je voulais évoquer, donc ça c'était au moins pour présenter un petit peu rapidement ce service public, hein, qui repose largement sur ce que la sociologue Maud Simonet appelle du travail gratuit. Ça dit ce que ça veut dire, ou du travail invisible, c'est-à-dire c'est effectivement un engagement qui a en réalité un vrai travail et qui est considéré comme un engagement, mais on ne le voit pas comme un travail. Je terminerai juste sur ce point avec une citation d'un collègue et ami syndicaliste qui, pour résumer tout ça, disait les SDIS, donc le SDIS c'est le service départemental d'incendie et de secours, d'accord. Les SDIS sont des dealers qui vivent de la précarité des volontaires. Voilà. Donc c'est évidemment une formule choc qui se voulait telle, qu'il a dite publiquement, ce qui a été assez mal perçu par la direction, mais vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière. Et pour avoir exposé ce genre de choses devant une direction départementale dans un autre département que je ne citerai pas, j'ai eu en public les officiers en face de moi qui se sont récriés en disant que c'était scandaleux, qu'évidemment c'était un engagement citoyen, qu'évidemment c'était pas un petit boulot, qu'évidemment il fallait pas faire ça pour l'argent, etc. Et lorsqu'on est passé, comme souvent ça arrive dans les enquêtes sociaux d'ailleurs, lorsqu'on est passé à une autre scène privée et qu'ils avaient bu 2-3 verres, etc., ils m'ont dit bah oui, on est bien content d'avoir des petits jeunes, quand on est en galère, on les appelle, eux ils se font 100 balles et nous ça résout nos problèmes d'effectifs. Donc voilà, ils sont prêts à le reconnaître, ils le font réellement, évidemment ils ne le diront pas publiquement. Par rapport à la question qui était évoquée, de la question, disons, politique. Alors c'est une question délicate, donc je vais juste essayer de faire un portrait de groupe qui là aussi est un peu à la hache, mais qui permet au moins de situer les choses. C'est un milieu professionnel donc qui est marqué par une très forte homogénéité. L'homogénéité genrée, c'est très masculin.
peut-être Charlotte en dira un mot ou pas. C'est très masculin, c'est une homogénéité sociale, on est dans c'est des classes populaires qui s'engagent ou des petites classes moyennes stabilisées. J'ai passé 15 ans chez les pompiers, j'ai pas vu d'élèves de grandes écoles, de grands bourgeois, j'ai pas, voilà. Donc je suppose qu'ils ont un sens civique, et citoyen, qui s'engagent ailleurs, mais pas là, pas dans les casernes, pas pour aller faire tel ou tel clochard à 3 h du matin, n'est-ce pas? Donc c'est une homogénéité de ce type-là, c'est aussi une homogénéité, c'est des hommes blancs, il y a très peu de gens d'origine maghrébine ou d'origine africaine, etc., ce qui est évidemment un élément fort dans la composition sociologique de ce groupe qui peut expliquer ces positionnements. Et du point de vue des valeurs, on est dans un univers qui a des valeurs assez traditionnelles, voire traditionnalistes, mais en gros, la famille, le travail, le goût de l'effort, le sens 10 minutes. Le sens donc du sacrifice, etc. Donc c'est un milieu où le discours anti-société d'assistés, etc. est très voilà, fait mouche. J'avais essayé d'analyser un peu longuement l'engouement pour Sarkozy, puisque Sarkozy c'était ça, hein, c'était voilà, travailler plus pour gagner plus, ceux qui se lèvent tôt, etc. Donc ça marchait très bien dans ce milieu, la société des assistés, tout ça. Après, ils ont beaucoup déchanté quand ils se sont rendus compte que Sarkozy mettait dans tous les services publics et tous les fonctionnaires, et ben, il mettait aussi les pompiers en fait. Hein. Donc là, évidemment, il y a eu un moment de désenchantement et assez cruel pour certains, qui étaient un peu désarçonnés de se retrouver dans le paquet fonctionnaire. De fait, les pros sont des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Hein, donc voilà, ils sont choyés comme les autres services publics dans ce pays, n'est-ce pas? Et pour finir sur ce point quand même, donc effectivement les missions des sapeurs-pompiers en France sont des missions qui sont à la fois qui relèvent à la fois ce qu'on peut appeler de la main gauche et de la main droite de l'État. La main droite, c'est bon, tout ce qui est sécurité, etc. Bon, c'est un univers paramilitaire ou militaire, je l'ai dit. Ils interviennent souvent avec les forces de l'ordre. Beaucoup sont amis ou sont eux-mêmes, d'ailleurs, ils peuvent être policiers, pompiers volontaires, etc. Donc il y a des porosités entre les milieux militaires, police, pompiers, etc. Donc ils sont dans cet univers-là. Mais aussi, c'est la main gauche, puisque c'est un métier d'assistance et d'aide, comme vous le savez, aux citoyens dans à peu près n'importe quelle circonstance. D'accord ? Donc moi, je continue de penser, même si le penchant en général des pompiers va plutôt vers la droite, voire l'extrême droite, Damien l'a dit, je pense que sur la dimension fonction publique, la dimension service public et la dimension cohésion sociale, soutien, aide et assistance, il y a quelque chose à faire avec ce milieu pro, entre guillemets, où là, ce sont quand même des valeurs importantes. Un certain nombre de pompiers s'engagent chez les pompiers précisément parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'être policiers ou CRS ou etc. C'est quand même, ça peut être présent dans leur univers, dans leur trajectoire, mais ils font des choix. Hein, et ils vont pas dans l'armée pour tuer, ils vont chez les pompiers pour sauver, etc. Donc si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des ambivalences très fortes à la fois dans les missions et aussi dans les profils et les trajectoires sur lesquels, à mon avis, on ne travaille pas assez du point de vue de la gauche, disons, pour essayer de comprendre comment parler à cet univers-là qui est souvent vécu sur le mode, bah oui, bon, des hommes blancs en uniforme dans les valeurs traditionnelles, c'est pas notre électorat, c'est pas nos, etc. N'oublions pas que ces hommes blancs en uniforme, etc., ils sont dans des missions d'aide et d'assistance aux plus démunis, et c'est ce qu'ils font avec bonheur. Je rappelle pour finir, la devise pompier, c'est altruisme, efficience, discrétion. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une devise extrêmement punitive, d'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire fond là-dessus pour réfléchir politiquement par rapport à ce milieu. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bon, pour être honnête, je sens le défi de passer après Romain. Peut-être que lors des passages, on aurait pu peut-être un peu mieux le négocier. En ce qui me concerne, je ne suis pas sociologue. J'ai une formation Bac plus 8 en sciences sociales, mais je n'ai jamais travaillé sur des thématiques telles que celles de Romain. J'ai une expérience pompier, mais je n'ai pas été pompier professionnel, donc j'ai quand même reçu une invitation du député Damien Maudet, à laquelle j'ai répondu favorablement, parce que j'ai l'impression d'avoir une expérience volontaire qui, en tout et pour tout, a duré 5 ans, donc je reste pile poil dans la moyenne de l'engagement des volontaires, qui est un peu multiple et variée, qui n'est pas forcément représentative des parcours de volontaires, mais du coup, je pense que ça peut apporter une certaine richesse au niveau du regard.
Donc ce que je vous propose, c'est en fait de parler un peu des différents milieux dans lesquels j'ai travaillé en tant que pompier volontaire. À partir de là, agrémenter un petit peu d'anecdotes, de vécus, ça donnera peut-être un visage un peu plus humain à cette profession, hein, je vais utiliser le terme, et peut-être un tout petit peu moins théorique. Alors, je précise que Romain et moi, on se connaît de longue date, du coup que je vais me permettre un petit peu d'aller à l'encontre de ses propos en toute amitié. Romain est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en grande banlieue parisienne et c'est sur ce lieu d'affectation que j'ai également exercé. Et donc, en conséquence, il y a un point de vue qui est également très urbain. Donc, je vais aussi en profiter pour vous parler du milieu plus rural. Donc en ce qui me concerne, je suis rentrée dans les sections jeunes sapeurs-pompiers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des sections qui existent dans les casernes, qui sont ouvertes aux adolescents et à qui on permet de découvrir le métier de pompier. Alors sans évidemment aller sur intervention, puisqu'ils sont mineurs et parce qu'ils n'ont pas suivi les véritables formations dédiées aux professionnels et aux volontaires. Mais du coup, pendant plusieurs années, on va les encadrer, alors avec un fort volume horaire par semaine, ça peut aller d'une après-midi complète le mercredi, ça peut inclure les week-ends également, avec un entraînement sportif, une éducation civique et morale, et évidemment l'apprentissage des rudiments du métier. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à l'obtention de mon brevet de jeune sapeur-pompier. J'ai fait ça dans une caserne, c'était un peu une caverne des fois aussi, dans une caserne qui est typique en fait des petites villes de province, c'est-à-dire une ville de 10 000 habitants. Alors cette caserne elle est assez typique. Dans le schéma territorial en fait, de l'organisation des moyens de secours, il faut différencier ce qu'on trouve déjà dans les centres de secours des grandes métropoles. On va trouver des casernes dont la concentration, la densité est assez importante. Donc ça peut induire aussi des compétences qui sont spécifiques, qu'on va avoir dans certains centres, mais pas forcément dans d'autres. On va avoir des casernes qui vont être appelés des CSP, qui vont concentrer beaucoup plus de moyens parce qu'ils vont être situés sur des plus petites villes et du coup les risques à couvrir vont être beaucoup plus variés que quand on est dans une grande banlieue. Donc moi c'était mon cas. Ma première expérience comme jeune sapeur-pompier puis comme volontaire quand j'ai commencé à 18 ans, c'était une caserne de petite ville. Donc ça voulait dire que notre secteur à couvrir en fait, c'était à la fois un petit tissu urbain, donc en général des villes de 10-15 000 habitants. En géographie, on appelle ça un peu des pôles urbains secondaires, périphériques, etc. On n'est jamais franchement trop loin d'une métropole où il y a des moyens plus conséquents. Mais à côté de ça, en plus du milieu urbain qui est à couvrir en termes de risque, il y a également toute la campagne qui est environnante. Donc la campagne environnante, ça peut aller jusqu'à 30-40 km, 40 minutes de trajet depuis la caserne. Donc ça induit des moyens très importants au niveau de la caserne, avec des professionnels pompiers qui sont présents, mais également un fonctionnement avec les volontaires qui est extrêmement important et qui sont indispensables. À côté de ça, ces volontaires, on va avoir une pluralité de situations. On va avoir des volontaires qui vont être très peu présents, on va avoir des volontaires qui vont être beaucoup plus investis. Au niveau des professionnels, en général, dans des petites villes comme ça, moi, à titre d'exemple, c'était une caserne où on tournait à 3500 interventions par an. À titre de comparaison, quand je suis passée en grande banlieue parisienne, on était à 9500 environ interventions par an, donc c'est-à-dire 3 fois plus, pour des types d'interventions qui étaient beaucoup moins diversifiés. On était véritablement beaucoup dans du secours à la personne. Dans une caserne plus de campagne, ça demande plus de compétences, vous faites de la désincarcération, vous faites du secours à la personne, vous faites de l'incendie. L'incendie, c'est le feu de cheminée, c'est le feu de champ, c'est le feu de la ferme, c'est la déchetterie, c'est des types d'incendies qui sont beaucoup plus variés que ce que vous trouvez aussi en banlieue, en milieu urbain. À côté de ça, vous avez également tous les risques à couvrir qui sont, par exemple, si vous avez un lac pas très loin, et ben vous avez des moyens en eau pour aller dans du tout-terrain parce que les routes en campagne, c'est pas forcément toujours le top. Vous avez des véhicules tout-terrain, vous avez des dévidoirs automobiles qui sont des véhicules qui consistent juste à avoir des kilomètres de tuyaux dans l'engin. Donc on a beaucoup de moyens qui sont très diversifiés, ce qui induit une nécessité d'avoir des professionnels pour leurs compétences et pour leur formation, mais qui, grosso modo, avec le faible taux d'intervention à l'année, ça ne va pas les intéresser franchement, les professionnels, de rester très longtemps. Ça va soit être des jeunes qui viennent d'avoir leur concours et du coup qui ne vont pas faire la fine bouche sur leur lieu d'affectation, soit ça va être des pompiers professionnels plus âgés qui ont été dans des endroits où ça bouge bien, qui sont à un certain âge plus fatigués et qui souhaitent revenir dans des petites casernes qui sont beaucoup plus peinardes. À côté de ça, les volontaires, là, on va avoir vraiment une pluralité de situations.
Donc une tendance des pompiers à s'homogénéiser socialement ou en termes de catégories socio-professionnelles sur ce type de caserne avec des gros moyens de petites villes. Là-dessus, j'aurais plutôt tendance à nuancer le propos et à dire que sur ces casernes-là, on a vraiment une grande diversité de situations. Et ça se traduit aussi en termes d'adhésion politique. C'est peut-être à prendre avec des pincettes parce que ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté cette caserne-là, mais à l'époque, le vote FN-RN maintenant n'était pas assumé. On connaissait un peu qui votait RN dans la caserne, mais ce n'était pas non plus quelque chose que les gens criaient sous tous les toits. À côté de ça, on reste quand même dans un milieu rural, donc les petites casernes des petites villes, elles sont également toutes à la périphérie. Ça nous est arrivé très très régulièrement, à 3500 interventions à l'année, une bonne partie en fait, c'était des interventions dans des petits villages aux alentours où théoriquement il est censé avoir ce qu'on appelle des centres de première intervention, c'est-à-dire des casernes qui ne sont composées exclusivement que de volontaires. Ces volontaires-là, ils ne sont pas en garde postée, ils sont à l'astreinte. L'astreinte, c'est très compliqué parce que ça demande une disponibilité qui est très grande. Là, la rémunération, il n'y a pas de vacation, sauf si vous êtes sur intervention. Et quand on parle de petites casernes en petits villages, le nombre d'interventions, ça va peut-être être 50 ou 70 dans l'année. Donc, en gros, c'est véritablement là, on pourrait dire qu'on se rapproche pour le coup du bénévolat. La vacation à l'astreinte, c'est peanuts, et vous faites très très peu d'interventions. Ça veut dire qu'il y a une pénurie de volontaires dans ces petits centres de campagne qui est extrêmement importante et qui est assez dramatique parce que ça induit clairement une perte de chance pour les gens qui vivent dans ces petits villages-là. Concrètement, vous n'avez pas de gens d'astreinte, ça veut dire qu'il n'y a personne pour monter dans le camion. Donc ça veut dire que le camion, il ne sort pas. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez besoin des pompiers, ceux qui vont se déplacer sur place, ça va être la caserne de la petite ville la plus proche. Des fois, elle est à 20 minutes, ça va. Des fois, elle est à 30, des fois, elle est à 35. Et tout ça, c'est purement aléatoire. C'est en fonction, au petit bonheur la chance, la caserne de votre petit village. Est-ce qu'il y a assez de volontaires? Est-ce que ça manque de bras? Sur ces casernes-là, il y a une féminisation de la profession qui est assez importante. Moi, j'habite maintenant aujourd'hui dans un petit village de 200 habitants à peu près. Le nombre de nanas, il est très important dans la caserne. Quand on manque de personnel à ce point-là, j'ai envie de dire, on ne fait pas la fine bouche. Les conditions d'engagement, c'est-à-dire les prérequis pour devenir volontaire, c'est national. Il y a des aménagements qui peuvent être en fonction, par exemple, du choix de tests sportifs à passer, en fonction des départements. Mais grosso modo, il y a un minimum requis, notamment au niveau de l'aptitude médicale, qui est national. Ça veut dire que les volontaires, qu'on parle de celui qui bosse dans une grande caserne de banlieue parisienne, qui enquille 50 heures par semaine, dont on va exiger un engagement égal, des compétences égales que les pros, qui ont une autre formation, ce volontaire-là, on va exiger de lui à l'embauche exactement les mêmes qualités, les mêmes prérequis que celui qui va faire ça de manière quasi bénévole, qui va sortir de sa caserne 3 fois par an pour de l'astreinte qui va être extrêmement contraignante. Dans les petits villages, en général, les gens, c'est pas forcément les catégories sociales les plus aisées. Les plus aisés, ils ont la maison de campagne, mais ils ne vivent pas forcément à la campagne. Et là, on va retrouver, en gros, toute une catégorie de personnes qui vont enquiller pas mal de kilomètres pour aller bosser parce qu'il n'y a pas d'emploi, ou presque pas dans les petits patelins. On va retrouver des personnes qui n'ont pas un complément de revenu parce que les vacations, elles sont uniquement pour les gardes postées, pour les volontaires. Il n'y a pas de vacations véritablement autres que purement symboliques pour les gens qui sont à l'astreinte. Tout ça, ça fait qu'il y a une énorme difficulté à recruter des volontaires dans les petits centres de campagne. Pour ceux qui sont déjà engagés, on va avoir des grosses difficultés pour eux à ce qu'ils aient la disponibilité de faire ce qu'on appelle les formations de maintien des acquis, les fameuses FMA. C'est-à-dire que quand vous êtes pompier, que vous soyez pro-volontaire, vous avez un quota d'heures à faire chaque année pour maintenir les acquis, parce que pompier, c'est quand même un véritable métier, qu'on soit pro ou qu'on soit volontaire, il y a des réelles compétences à avoir, il y a un minimum requis et il est important. Quand vous êtes en petit village, en petite campagne, si déjà vous avez assez de gens pour être d'astreinte, vous n'allez pas en plus aller les faire chier pour qu'ils fassent leur quota d'FMA. Vous êtes arrangeant. On est arrangeant dans les petits villages parce qu'on manque de bras. À côté de ça, si on veut parler du vote RN, dans les petits villages, c'est pareil. Au niveau des pompiers, on a un fort taux de vote RN.
Là où je situerais une différence, si je dois comparer mes deux expériences, entre avoir été en milieu dans des casernes de petites villes, maintenant je vais à la campagne, auparavant j'ai donc travaillé dans une grande caserne de banlieue parisienne. Oui, il y a un fort taux RN que j'ai également connu dans cette caserne-là, mais pour moi, les motivations sont différentes. Quand on est en grande banlieue parisienne, l'insécurité, elle est réelle. La désillusion pour des jeunes qui en chient pour avoir le concours pro, qui adhèrent à ce métier, à cette profession aussi portée par un imaginaire où on garde une image extrêmement virile, courageuse, héroïque de la profession, mais qui se retrouvent à même pas faire 5% d'incendies dans leur quota d'intervention par an et à se retrouver à faire du boulot qui relève souvent plus de l'urgence sociale que de l'urgence vitale, ça crée de la lassitude, ça crée du ressentiment, ça crée des pompiers qui, quand ils sont confrontés à la réalité de leur boulot, sont en décalage par rapport à des aspirations qu'ils auraient pu avoir. Ça crée un ressentiment sur lequel le RN joue, qui fait mouche avec le RN. Le RN donne dans les discours l'impression de défendre la fonction publique. Ça intéresse les pompiers. Le RN donne de l'importance, alors parfois donne trop d'importance, surmédiatise les phénomènes d'insécurité dans certaines grandes banlieues. Ça fait mouche auprès de cette catégorie de pompiers. Le RN a un discours qui est séduisant pour les pompiers qui sont confrontés à des conditions de travail particulièrement difficiles, où ils ont l'impression, et souvent à juste titre, que leurs compétences sont dévoyées pour pallier les moyens des autres services, notamment par exemple de l'aide sociale, ou pour dévoyer d'autres services, à commencer par eux-mêmes. On a ce qu'on appelle la carence en milieu pompier, c'est-à-dire, et celle-là pour le coup je ne l'ai jamais connue quand j'étais en milieu plus rural, la carence, c'est envoyer une ambulance pompier pour récupérer une personne à domicile lorsqu'il n'y a plus d'ambulance privée. Donc en gros, on envoie une équipe de pompiers pour aller faire du transport sanitaire. Ce n'est pas forcément des choses qui sont particulièrement bien vécues, surtout à répétition dans des centres qui vont aller tourner à 9 000, 10 000 interventions par an, où les conditions de travail ne sont pas forcément attrayantes et sont difficiles. À côté de ça, en milieu rural, et je vais terminer sur ce point-là, le vote FN, il est extrêmement présent dans la profession des pompiers. Mais à la différence de ce que j'ai pu voir en grande banlieue parisienne, j'aurais tendance à dire que le milieu rural est un terreau très favorable au RN pour d'autres raisons, mais qui ne sont pas propres à l'activité de pompier. Ce n'est pas l'activité de pompier qui va influencer et contribuer des pompiers à aller voter RN, mais c'est plus des problématiques qui sont propres au milieu rural en particulier. Et le fait que le service public pompier se casse la figure en milieu rural, qu'il y a une perte de chance pour les gens, ça fait partie d'une dimension plus globale dans laquelle l'activité de pompier s'inscrit en milieu rural. Merci beaucoup. Vous avez le micro qui est là, je pense que vous avez le vôtre. Est-ce qu'il fonctionne ? Bon, j'ai l'impression qu'il a plus de batterie celui-ci. On va faire avec celui-là. Hop, vas-y Sébastien. Bonjour, je me présente, je suis Sébastien Delavoux, je suis sapeur-pompier professionnel, j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant quelques années et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis sapeur-pompier professionnel. Je vais vous parler de la sécurité civile, mais avec des éléments nationaux. Je vais vraiment me situer au niveau de l'organisation sur le territoire. Un peu comme quand on rencontre Monsieur Darmanin ou peut-être le président de la République pour essayer de leur faire comprendre l'urgence de la situation. Donc je ne vais pas vous parler des feux, je vais vous parler du fonctionnement habituel ou voulu habituel de la sécurité civile. Elle est présentée comme le meilleur système du monde en France. Alors je ne sais pas si elle l'a déjà été, mais en tout cas le système aujourd'hui il a bien du plomb dans l'aile. Je vais vous donner quelques éléments. Entre 2000 et 2020, on a fermé 30% des centres de secours. Donc on se vantait d'avoir le meilleur maillage territorial et de dire c'est normal qu'on soit là avant le SAMU puisqu'on a le meilleur maillage territorial. Avant peut-être. Entre 2014 et 2020, le délai moyen de présentation du premier engin, c'est-à-dire le temps entre le moment où les gens ils appellent les secours et le moment où ils se présentent, il a augmenté de 2 minutes.
Alors soit la France s'est agrandie, j'ai posé la question au ministre, soit indéniablement, à cause du manque de personnel ou d'engins disponibles, les engins ils font plus de routes pour se rendre sur intervention. C'est celle-là en fait la bonne solution. On parle des feux de forêt. Depuis 2006, on a supprimé 1000 engins spécialisés dans le feu de forêt, qu'on appelle les CCF. Le nombre de pompiers volontaires est aujourd'hui quasiment le même qu'en 1973, à part que la population elle a augmenté de 18 millions d'habitants. Le nombre d'interventions, lui, il a augmenté. Il était de un peu moins de 3 millions en 1992. Aujourd'hui, on a à peu près 5 millions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, très clairement, le nombre de postes de sapeurs-pompiers professionnels créés n'a pas permis en fait, d'absorber cette augmentation. La caractéristique majeure du système de secours en France, c'est effectivement sa composition volontaire, 80%. Après, il y a des pompiers militaires, etc. Ça veut dire qu'ils ont une activité, ou ils sont censés avoir une activité, quelle qu'elle soit, étudiants, retraités, rentiers, il y en a peu. Et en plus, ils sont sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, l'Europe considère que ce sont des travailleurs. Elle l'a confirmé, parce qu'elle avait déjà rendu des arrêts, mais on fait comme si l'Europe, on n'était pas au courant, on ne devait pas recevoir les fax. Mais en 2018, ça a difficilement dû nous échapper, il y a un arrêt Mazza qui dit les pompiers volontaires, ce sont des travailleurs. Ils ont un contrat de travail, ils ont une hiérarchie, et ils sont payés pour chacune de leurs prestations. Donc la France a dit, ouais mais non, c'est un arrêt européen, ça ne nous concerne pas. Mais ça va peut-être pas durer. Donc, si jamais on considère que les pompiers volontaires sont des travailleurs, la première des difficultés, c'est qu'il faudrait respecter le plafond de la directive européenne, donc 47 semaines à 48 heures. Donc 2256 heures. Ça peut vous sembler beaucoup, mais à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en moyenne, ils sont à plus de 3000 heures. Les pompiers professionnels travaillent plus de 2000 heures, payés 1607 heures, ce qui est souvent compatible avec un engagement de sapeur-pompier volontaire. Depuis 2003, on était confronté à une augmentation exponentielle du nombre d'interventions. Et en 2003, l'Assemblée des départements de France, l'Association des maires de France, il y a eu un consensus pour dire on arrête d'embaucher des sapeurs-pompiers professionnels, ils sont jamais contents, ils nous coûtent trop cher. Et donc, les organisateurs du service, ceux qui les dirigent, ils ont été confrontés à une augmentation en fait, des missions. On a une obligation de moyens. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait avec la main-d'œuvre qui était disponible. Et on a donc professionnalisé les pompiers volontaires en les intégrant en fait, dans les gardes, en les mettant en garde postée plutôt qu'en astreinte. Dans un département comme les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, sur une année, 40% des gardes postés, on parle là de centaines de milliers d'heures, sont montés sous statut sapeur-pompier volontaire. Alors il n'y a qu'un seul problème, c'est que quand ça marche plus, bon au-delà, je vous parle même pas des règles, mais quand ça marche plus, on ne sait plus comment faire. Parce que quand les volontaires ne viennent plus, ça veut juste dire que par exemple, on prend l'exemple de la Seine-et-Marne, en moyenne entre 2017 et 2020, en Seine-et-Marne, sur les 450 pompiers attendus de garde par jour, il en manquait 50. C'est l'employeur qui le dit. Donc je pense que si on regarde, peut-être que c'est pire que ça. Voilà. On a donc en fait ce système qui fonctionne que grâce au surengagement en fait des agents, comme l'ensemble du service public. Mais moi j'ai des chiffres en fait pour dire c'est peut-être encore plus fort chez nous. Alors il commence à avoir un certain consensus sur on est un peu court. Donc il y a un sénateur les Républicains le 15 juillet qui a posé une question au gouvernement parce qu'il y a eu un accident dans son département sur un parking. Et la première ambulance, c'est-à-dire un camion, 3 bonhommes, avec relativement peu de compétences demandées, et pour venir, le premier engin, il a fait 54 km. Alors, avec ce niveau de service, soit on repeint les ambulances en noir, soit en fait il faut croire au miracle, parce que si jamais demain c'est pour un massage cardiaque, soit il y a plein de gens qui sont formés, en fait il y a un infirmier qui se baladait justement avec une bouteille à oxygène, soit il faut commencer à se dire que le meilleur système du monde, va falloir faire quelque chose pour essayer de le sauver.
parce que les gens ils aiment bien les pompiers parce que ça fonctionne, mais quand ils vont voir comment ça fonctionne, peut-être qu'ils vont se mettre à moins bien les aimer, même si les pompiers en vrai ils y sont pour rien. En Allemagne, on fait souvent des comparaisons avec l'Allemagne, je vous en donne une bonne. Il y a une loi qui dit qu'aucun citoyen du territoire ne doit être à plus de 8 minutes d'une ambulance. Mais ils font pas que faire une loi, ils la respectent. Je sais, c'est un truc qui est fou, en fait, on est français. Ça veut dire qu'il y a bien des points du territoire qui sont pas accessibles en 8 minutes à une ambulance, et ben donc, en fait, ils sont pas cassés la net, ils ont rajouté des hélicoptères, en disant comme ça, en fait, on couvrira l'ensemble du territoire. Parce qu'eux, ils partent du principe que quand un hélicoptère, il a sauvé 2 vies, il est amorti. Bon, ils sont de culture protestante, je propose pas qu'on reprenne, en fait, l'ensemble de leur logique. Mais nous, on a bien eu une vague règle, parce qu'aujourd'hui, on n'a donc pas de règle. Ça veut dire que la règle, c'est au niveau des départements en fait qu'on l'inscrit. Et en général, dans le document de référence, en fait, il y a écrit dans les meilleurs délais. Alors, je ne sais pas ce que ça fait dans les meilleurs délais. Alors, je ne vais pas citer mon département, mais il se trouve qu'entre 2019 et 2020, le délai moyen de présentation dans mon département, où il y a des professionnels, il a augmenté de 1 minute 42 en moyenne. Et en 2020, on n'avait pas trop de problèmes d'embouteillage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas ça, en fait, l'explication. Donc en 81, on a eu une circulaire, donc c'est le plus bas niveau en termes de hiérarchie en fait, de la norme, qui disait, en moyenne, l'objectif c'est 10 minutes en urbain. Bon, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est l'urbain d'un point de vue géographique, je suis pas sûr que notre directeur le sache toujours. Et 20 minutes en rural. Alors déjà, en termes d'égalité du citoyen, d'accord ? Mais si jamais on arrivait à tenir ces délais, ce serait génial. Mais aujourd'hui, je vous le dis, on n'y est pas du tout. Sans doute qu'il y a des endroits en urbain, on fait beaucoup mieux que 10 minutes. Mais sans doute qu'en milieu rural, il y a des endroits où on fait beaucoup pire en fait que 20 minutes. Et puis, faut voir que les problèmes de l'hospitalière, les fermetures de services, la raréfaction des médecins, en fait, leur problème, c'est nos problèmes. Parce que quand il y a un service qui ferme, aujourd'hui, il y a des départements où, pour aller aux urgences, le transport en ambulance, c'est 3h30. Et on peut nous parler d'hélicoptères, mais quand vous avez quelque chose qui est considéré comme pas grave, on mobilise pas un hélicoptère parce qu'on a fermé un service d'urgence. Ça, c'est à la télé pour les reportages qu'on fait ça, mais en vrai, on fait pas ça. Donc, on continue de nous servir qu'on a le meilleur système du monde. Et nous, on rajoute toujours, même dans l'Assemblée, on dit ouais, mais envié par tout le monde, mais copié par personne. Personne fait ça en fait. Personne fait comme nous. Les gens, ils font tous différemment. Ils font peut-être pas toujours mieux, mais au moins, en fait, déjà, ils sont un peu plus dans la transparence. Donc, il y a une vraie fracture territoriale qui est censée gêner à la fois, en fait, tous ceux qui s'occupent de la chose publique et puis les citoyens. Moi, j'habite en ville, en face d'un centre de secours. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas en campagne. En fait, si j'ai un problème, ils viendront me voir. Mais ça veut dire qu'on connaît tous quelqu'un qui est aujourd'hui, en fait, n'est pas couvert en 20 minutes. Et quand vous voyez les feux à l'air libre, vous en avez vu quelques-uns en fait cet été, et même si les feux en fait ils sont moins importants, quand il n'y a pas d'action en fait qui est menée sur un feu, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, le résultat il est qu'il y a des endroits en fait il va falloir remettre des planches si on veut éteindre le feu, vous voyez. Et si vous rajoutez à ça, aujourd'hui le principal financeur c'est le conseil départemental. Et bien il y a des conseils départementaux qui ont du pognon, et il y en a en fait ils en ont pas. Ça veut dire que même entre des départements ruraux ou des départements urbains, il y a une différence notable dans le service rendu aux populations. Parce que c'est le seul indicateur que moi je connaisse pour les pompiers. Les pompiers, c'est pas est-ce qu'ils ont un beau calendrier, c'est en combien de temps ils sont sur place avec les moyens adéquats. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a d'ailleurs même pas d'indicateur pour comparer les départements entre eux. En fait, les indicateurs, ils sont tellement pourris. Donc, les services publics fonctionnent que grâce au surengagement en fait, des agents, et particulièrement en fait, le nôtre. Et puis, je finirai par dire que il est temps que des décisions soient prises devant tout le monde en fait, sur c'est quoi le service d'incendie et de secours public. Et les missions qu'il assure et les moyens qu'on lui donne en fait, pour y faire face. Donc ça pose tout un tas de questions. Et je vais finir par une anecdote que j'ai découvert hier. Les SDIS ne sont pas les employeurs les plus sympas. Et hier, il y a un tribunal administratif de Nantes, vous irez voir si ça vous amuse, qui a condamné un SDIS à verser 6 000 € en fait, à une sapeur-pompier volontaire qui s'était blessée en service parce que l'employeur avait décidé de ne pas
le considérer comme un accident de service. C'est bien, en fait, elle a attaqué, elle avait raison, mais il y en a beaucoup en fait qui le font pas et qui en sont de leur poche, des fois en fait qui ont des blessures graves et qui se retrouvent. Grosso modo, les pompiers volontaires, ils font fonctionner le système, on les aime bien, mais surtout quand ils demandent rien et qui coûtent pas cher. Voilà, Merci beaucoup Sébastien. Pour conclure, je donne la parole du coup à Marion Beauvalet qui est co-animatrice du livret sécurité et après on prendra un moment pour échanger toutes et tous si vous avez des questions. C'est à toi Marion, désolé, je vais te passer ce micro là parce que l'autre t'avais l'air de pas trop fonctionner. Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir de lancer, je pense, la rentrée politique des amphis avec un sujet qui a été, comme Damien le disait en introduction, assez ignoré, à vrai dire, à gauche, mais en fait, dans toute la classe politique, il y a ce que Romain disait tout à l'heure, le fait que de temps en temps, le Rassemblement national porte des mots qui peuvent intéresser les sapeurs-pompiers, mais globalement, quand on regarde les débats sur les 5 années, par exemple, qui sont écoulées à l'Assemblée nationale entre 2017 et 2022, il y a eu la loi Matras, dont je reparlerai, mais il n'y a pas grand-chose. Et on pense toutes et tous aux pompiers quand on voit des incendies en feu de forêt, mais ce que les interventions ont démontré, c'est que finalement, le pompier, il a un rôle dans la vie de la cité. Quand il y a de plus en plus de gens qui se trouvent isolés, on a toujours des études qui sortent sur ça. Le pompier, il va jouer un rôle crucial et qui va bien au-delà du coup d'éteindre les méga-feux. Un chiffre en préparant cette intervention qui m'a étonnée. Je ne sais pas si vous le savez, mais pompier, c'est le métier le plus populaire au monde. Quand on interroge les gens, c'est une étude, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, on peut se dire qu'elle repose, il y a un fond de vrai. Dans pas mal de pays qui ont été sondés en 2014, c'était donc à 90% la profession de pompier qui était jugée comme la profession qui avait la meilleure image en fait auprès des citoyens. Et le pays où vraiment la profession était la plus appréciée, c'est en France avec 99% d'opinions favorables envers les pompiers et ils sont bien avant notamment les dirigeants politiques. Qui sont, je crois, à 30%, mais eux, ils sont à 99%. Et de l'autre côté, il y a cet écart donc assez important avec ce qui se passe du côté de la discussion politique. Nous, on l'a vu, par exemple, dans le livret sécurité, il y a des camarades qui voulaient qu'on en parle, etc., et qui ont amorcé un début de réflexion, mais au regard en fait, des 5 ans écoulés, il y avait, en fait, y compris du coup chez nous, un écart très fort avec ce qu'il aurait fallu faire pour rattraper le niveau, par exemple, d'analyse qu'on a sur la police. Et là où je me réjouis du coup de cette conférence, c'est qu'on va pouvoir, avec Damien, d'autres députés et toutes les personnes qui participent là, combler ce manque qui existe partout, et y compris chez nous. Pour vous montrer un peu la hauteur des niveaux de discussion, j'ai repris là où en fait, la France Insoumise a posé des amendements sur les 5 ans écoulés. Du coup, c'est sur la loi Matras et avant tout sur les projets de loi finances. Ce n'est pas forcément les choses les plus glamour, mais c'est là que se décident pas mal de choses. Du côté de la loi Matras, il y avait l'idée que ce texte de loi sur les questions de statut de volontaire allait plutôt dans le bon sens, mais que finalement, il n'allait pas assez en profondeur au regard des enjeux qui ont été posés, notamment par les intervenants avant. Et du côté des projets de loi finances, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que les moyens, à la fois en termes de nombre et financiers, il n'y a pas forcément de franche régression, mais en tout cas, ils sont stagnants. Sauf qu'en fait, il y a un besoin d'ouvrir davantage de postes et donner davantage de moyens. Par exemple, ce qui avait été posé, c'est que du coup, il y a une crise qui a été démontrée par les intervenants auparavant, mais qu'il n'y a aucune hausse des effectifs qui est prévue. Quand on regarde dans la presse tout ce qui va être relatif aux pompiers, c'est un peu une constante du côté des discours des leaders syndicaux. Et en fait, quand les pompiers parlent, c'est de demander davantage d'effectifs, davantage de moyens. Typiquement sur la question des Canadair, la demande qui revient tout le temps, j'ai plus le chiffre, je le cherche, c'est de demander en fait qu'il y ait plus de responsables au niveau des Canadair et de passer du coup les effectifs de 16 à 22. C'est un chiffre, on peut se dire c'est pas grand chose, ça revient tout le temps, mais c'est jamais suivi de faits politiques. Du côté par exemple des budgets d'action de prévention des feux, c'est un budget qui stagne à 500 000 € sur 2021. Mais bon, quand on est à la France Insoumise, on passe notre temps à dire que ça baisse parce que l'inflation, elle progresse. Et en fait, on voit que les budgets, ils n'augmentent pas parce qu'ils sont stables. Mais du coup, de fait, avec l'inflation, ces budgets-là, ils diminuent. C'est pareil, il y a un chiffre, moi, qui m'a étonnée sur les moyens pour les secours d'extrême urgence aux victimes. Donc ça va être les gens qui vont être touchés par des calamités publiques. Ça va être les questions de relogement, de leur offrir vraiment des premières solutions après la calamité. C'est un budget de 50 000 €. Ça n'augmente jamais et c'est largement insuffisant.
Et par exemple, du côté des députés de la France Insoumise, il y avait cette demande qui était posée. Il y avait des budgets très très conséquents qui étaient donnés sur la question de l'achat de caméras piétons dédiées à la gendarmerie. Je ne vais pas revenir sur pourquoi est-ce qu'on a dit que tout ça n'était pas forcément utile, que les policiers n'avaient pas forcément besoin de caméras piétons, et on proposait de rediriger une partie, même pas tout, on était sympa, de ce budget vers en fait l'augmentation des enveloppes. Et en marche et à l'Assemblée, il s'est passé quelques trucs, mais il n'y a pas d'augmentation des moyens. Et nous, on a proposé de mieux flécher les budgets, mais on espère que les 5 ans vont changer. On n'a pas été écoutés. Donc là, on espère que sur 2022-2027, il y a des choses qui vont bouger. Je ne vais pas revenir donc, sur les profils et les conditions de travail précaires, mais ce qu'on voit, en fait, si on regarde ce qui s'est passé du côté un peu institutionnel sur les 20 ans qui se sont écoulés et sur les pompiers, il y a en fait le fait qu'aujourd'hui, on voit ça aussi quand on regarde dans la presse, quand on appelle les pompiers, ça peut être si dans votre jardin il y a un nid d'abeilles, si il y a besoin typiquement d'un brancard et d'une ambulance. En fait, depuis une vingtaine d'années, il y a cette idée que c'est des choses qui sont votées au niveau des SDIS, mais ça peut être facturé soit à des acteurs. Typiquement, si on appelle pour un brancard, ça va être facturé aux ambulanciers, pas à la personne. Mais il y a des choses aujourd'hui qui sont refacturées. Et moi, il y a des mots qui m'ont surpris. En fait, il y a des gens qui parlent plutôt du côté de la Macronie d'intervention de confort. C'est-à-dire que quand un citoyen se trouve isolé, qui se dit, par exemple, ce nid d'abeilles, on ne sait pas ce que c'est, des frelons ou quoi, ça peut être dangereux et ça m'embête, et je vais appeler les pompiers parce que j'ai personne dans mon entourage qui peut venir. On est pris au dépourvu et on appelle. Et il y a tout un tas de discours qui sont de plus en plus forts aujourd'hui qui disent, en fait, il faut faire diminuer ces interventions de confort. Et donc les sommes qui vont être facturées, pas forcément aux citoyens, ça dépend des cadres, mais elles ont pour vocation à dissuader. Et moi, j'étais très étonnée de retrouver en fait les interventions de confort. Moi, ça me rappelait un peu tous les gens en fait, réactionnaires qui vont parler d'IVG, de confort, etc. Et on sait que c'est des mots qui sont employés, qui sont vraiment sur lesquels il faut prendre du recul parce que c'est plus que discutable. Et il y a souvent, quand il y a une intervention, des gens qui vont demander quelque chose, c'est soit parce que les urgences, les secours ne peuvent pas venir, c'est parfois à la place d'autre chose, ou aussi parce que l'isolement, la solitude. Et j'étais très étonnée qu'on parle d'intervention de confort pour des choses finalement contraires à la place de toutes et tous dans la cité. Mais ce qu'ont montré les méga-feux, et je ne vais pas être beaucoup plus longue, ce qu'on voit finalement, c'est que ce qui touche aujourd'hui les pompiers, c'est ce qui touche aussi l'hôpital public. Ce qu'ont montré les méga-feux, finalement, c'est comme quand il y a le Covid et l'hôpital qui craque, c'est quand il y a le Covid et que l'université craque, quand il y a une rentrée scolaire et qu'on se rend compte qu'il y a 40 000 postes qui n'ont pas été pourvus, et à la rentrée scolaire, on se retrouve avec l'enseignement primaire et les enseignants qui craquent parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas prévues. Et à ce titre, en fait, les pompiers n'occupent pas une position singulière et ils ont été touchés par 20-25 ans de casse méthodique du service public et qui nous incombera du coup de reconstruire avec Damien Maudet et d'autres députés. Merci beaucoup. Merci vous quatre en plus d'avoir tenu les délais qui étaient relativement courts. Je vous propose, je crois que j'ai compris comment marchait ce micro, je vous propose dans ce cas-là de faire un petit tour de questions si vous en avez, sinon moi j'en aurai. Et puis même si vous voulez réagir peut-être à ce qui a pu être dit. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Il y en a 2 ici, une là, 3, 4. Bon Alexandre, je te laisse gérer. Alors attends. Non, ça ne marche pas. Qui a des questions? Ouais, je vais juste te demander. Non, t'étais bien. Non, pour ceux qui sont au fond de la pièce, vous rapprochez parce que le micro doit être assez proche du récepteur. Bonjour et merci pour la conférence. J'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que l'argent versé aux pompiers est soumis à cotisation sociale? Non. Ok, donc il n'y a aucun trimestre de retraite qui peut être gagné pour... Ok. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez pertinent de basculer le financement du système public des sapeurs-pompiers vers le national plutôt que le niveau départemental en fait? Merci. On fait un tour de questions si ça vous va et après je vous laisserai répondre. Quelqu'un d'autre? La dernière manifestation de pompiers, enfin peut-être pas la dernière, l'avant-dernière, en fait, sur la région où j'habite, où mon député est Damien Maudet, eh bien, en fait, il y avait une désorganisation des centres pompiers. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une plateforme,
il y avait plusieurs antennes de pompiers. On envoyait les pompiers d'ici ici, alors que ceux qui étaient ici, ils auraient pu aller à côté, en fait. Il y avait et c'était un ras-le-bol de tous les pompiers, en fait. Et ils arrivaient, c'était n'importe quoi. Est-ce que ça a été résolu? Oui, bonjour. Je suis de Gironde, pas loin de Landiras où il y a eu malheureusement le feu cet été. Et il y a eu 2 feux en Gironde, vous savez, et nous on a eu l'impression, il y avait le feu des riches et le feu des pauvres. Et nous, malheureusement, on a été dans le feu des pauvres. Et donc, quand il y a manque de moyens, les pompiers se retrouvent en situation de devoir décider où on envoie, selon quels critères, les moyens plutôt à un endroit plutôt qu'à un autre. Alors c'est sûr que protéger peut-être les campings de la Dune du Pilat ou les maisons de Arcachon était peut-être plus important que protéger les milliers d'hectares de la forêt du sud Gironde. Mais ça a posé plusieurs questions. Alors déjà, ça a permis de questionner des ministres à l'Assemblée nationale, et on a été avec Sacha, qui a été candidat comme moi sur les CIRCO, de permettre à des députés insoumis d'interpeller le ministre, qui disait le mardi, en réponse aux députés insoumis, Darmanin dit non, c'est pas une question de moyens, il y avait assez d'avions, de toute façon avec l'Europe on va s'occuper, c'est pas une question de moyens. Le lendemain, Darmanin accompagne, qui prend un avion d'ailleurs qui n'est pas le même que celui du président, arrive à Arcachon, et que dit le président à un maire qui se plaignait? Je règle la question des Canadaires, il y en aura en plus, il n'y en a pas assez. Et là, Darmanin, bien sûr, est désavoué, mais ça ne le dérange pas. Mais ça montre quand même que, même on a obtenu qu'il a fallu que des milliers d'hectares brûlent pour qu'on constate qu'il manquait quand même du matériel, ce que vous avez confirmé tout à l'heure. Matériel terrestre, vous avez parlé pour combattre le feu ou d'autres problèmes, et aussi notamment le matériel aérien, et sachant que chez nous, comme ici dans le sud, la première intervention, quand on parle pour sauver une personne, c'est le temps d'arrivée de l'ambulance qui compte. Et ben, pour éteindre un feu, c'est aussi, avant qu'il devienne un méga feu, on est nombreux à penser qu'on pouvait, avec des moyens suffisants, éviter la catastrophe qui y a lieu. Et le deuxième point, pour rejoindre ce qu'a dit monsieur, c'est sur la question du financement. Je crois qu'il y a une part de financement des SDIS qui est de l'État. Et je sais que le président du département réclame une augmentation des dotations, puisque les dotations sont fixées sur la population de 2002, alors que la Gironde fait partie des départements qui ont explosé au niveau population. Donc il y a plus d'interventions, les immeubles sont plus hauts, les moyens, les camions doivent être plus gros, etc. Mais la dotation de l'État est la même. Et donc bien sûr, qui c'est qui paye? C'est à la fois le département, donc les habitants, mais maintenant le département demande aux communautés de communes de contribuer au financement aussi. Et donc il paie 2 fois. On paie à la fois avec la communauté de communes et avec le département. Et donc, un peu comme la question de monsieur, moi je pense que c'est à l'État de reprendre la main, de décentraliser bien sûr le service au niveau des départements, mais le financement, il doit être assuré, pérenne par l'État. Et la dernière chose, et je finis là-dessus, moi, vraiment, là, ce qui est... Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais on entend les pompiers arrivent de partout en Gironde de soutenir les pompiers locaux qui n'ont pas assez de moyens. Mais alors là, c'était ma grande découverte, c'est que les pompiers qui arrivent, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'hébergement prévu par l'État ou par les services de l'État, qui sont à poil. C'est-à-dire qu'il faut, comme vous avez dit, il faut une catastrophe, comme le Covid, pour découvrir que les hôpitaux ils sont à l'agonie. Et là, un feu, 2 feux en même temps. Si on aurait eu un 3e terrible ailleurs, je ne sais pas comment on aurait fait. Il y en a eu il y en a eu, mais pas à ce niveau-là. Mais là, on se retrouve à ce que ce sont les habitants, ce sont les maires qui doivent gérer les populations. Et encore pire, quand vous avez entendu parler qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient évacuées, ça paraît comme ça, facile, c'était géré, mais c'était géré par les maires qui allaient voir les habitants un par un, et surtout, rien n'était prévu pour l'accueil des populations. Il faut que vous le sachiez, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, vous devez partir, en 2 heures, on vient vous chercher, faites une valise, mais on ne savait pas où on allait les mettre. Les gymnases n'étaient pas prêts, les lits, il en manquait. On a mis des personnes âgées sur des lits de camp, dans des gymnases où il faisait 40 degrés. Il a fallu 3 jours pour que le maire trouve de quoi réfrigérer un peu la salle. Voilà, on se retrouve dans des situations où l'État
n'est plus en capacité de faire face à une grosse catastrophe et à gérer le quotidien, le matériel. Et ce sont les habitants qui allaient même apporter à boire aux pompiers qui faisaient des stocks même de pansements, etc., puisque c'était la désorganisation complète des services de l'État. Il reste 5 questions et après on clôt, comme ça on aura le temps d'avoir au moins 30 minutes pour répondre. Donc je ne vais pas en rajouter plus, je suis de la même région que monsieur. J'habite entre le bassin d'Arcachon et Landiras. Donc oui, heureusement qu'il y a eu beaucoup de solidarité, voilà, et qu'il existe encore malgré tout. Les paroles du gouvernement, bon, c'est que des mots, on sait très bien que Macron dit, mais il ne fait jamais. Par contre, moi, il y a une chose qui m'interpelle, et j'aimerais aussi que nos députés, ça fasse partie de ces luttes à l'Assemblée, à la rentrée. Tous les jours, je vois des témoignages de pompiers suspendus, sachant que les pompiers européens qui sont venus aider justement pour ces feux, la plupart ou la majorité, ou tous, je ne sais pas exactement, n'étaient pas vaccinés. Et je vois tous les jours voilà, des témoignages de pompiers suspendus dans la souffrance. Voilà, ils n'ont plus rien, hein, puisqu'ils ne peuvent pas toucher le RSA ni le chômage. Enfin, à un moment donné, où ça donc, et même des soignants. Donc je parle vraiment de tous les personnels suspendus, sachant que dans les soignants, vous avez beaucoup de femmes seules. Donc vous faites comment? Ça, c'est un point vraiment qui est important pour moi, en l'occurrence personnellement, mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, qui revient beaucoup. Les Français qui sont, voilà, qui reconnaissent, on va dire, qui sont vraiment tout en solidarité avec ces personnes du premier rang, qui sont là pour nous, voilà, pour nous aider, nous sauver nos vies, qui soient considérés comme ça, sans revenu, comme voilà, des chiens à la rue. Non, enfin ça c'est insupportable. Et une grande majorité de Français n'attendent que, enfin voilà, c'est une grosse attente. C'est une grosse attente. Il faut faire quelque chose pour tous ces personnels suspendus. Voilà. Merci. Bonjour. Vous avez dit Un t-shirt adapté. Ouais. Bonjour, je m'appelle Félix, je suis de la gauche révolutionnaire. Je voudrais savoir, parce que du coup j'ai un camarade au lycée qui était lycéen comme moi en terminale, qui avait 17 ans et qui faisait des gardes, enfin il était du coup JSP ou peut-être autre chose, mais en tout cas il était pompier. Et il faisait des gardes pendant ce week-end. Il allait en intervention, il me racontait tout ça. Et je ne sais plus si c'est vous monsieur ou madame qui avez parlé du fait que les mineurs n'avaient pas le droit ni la possibilité d'aller en intervention. Et je voudrais savoir le pourquoi du comment, du coup, lui allait en intervention. Les JSP n'ont pas ce droit, mais en fonction des départements et avec autorisation parentale, à partir de 16 ans, vous pouvez être volontaire. Ok, merci beaucoup. Bah, oui, encore 2 questions, et Catherine aussi. Allez, il y a 4 questions encore. Bonjour. Donc moi je viens du Lot-et-Garonne, je ne sais pas si ça marche bien. Si. Je viens du Lot-et-Garonne où j'étais pompier volontaire depuis 2016 et là je suis en disponibilité depuis 2 ans. Déjà merci beaucoup Charlotte pour le point sur la ruralité, parce que la ruralité est souvent oubliée en politique et alors dans les pompiers... J'en parle même pas, mais pour titre d'exemple, à reprendre ce que tu disais, tu nous disais, je sais plus ton nom, Romain, que les pompiers pouvaient gagner volontaire jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois. En ruralité, moi j'ai été d'astreinte de 20h à 6h du lundi au vendredi, du vendredi 20h au lundi 6h, donc toutes mes nuits et mon week-end. Ça, une semaine sur 3 quand on avait tout le monde à la caserne, une semaine sur 2 quand il manquait des gens. Donc pour toucher à peu près 80 euros par mois, quoi. Donc bloqué chez moi, au fin fond de la campagne lot-et-garonnaise, sans pouvoir bouger. Bon après moi je le faisais avec plaisir parce que voilà, mais bon c'est comme ça. Donc c'est bien de ramener ces questions-là sur le devant du sujet, parce que voilà, moi ma caserne faisait 140 interventions par an, quoi. Et on était 8. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, n'empêche, parce qu'il y a une très grosse différence de traitement entre les pompiers volontaires, alors moi je parle de volontaires, entre la campagne et les pompiers volontaires entre la ville, puisque j'ai été pompier volontaire en ville, ensuite après, petite ville,
Mais là, je touchais à peu près 300 € par mois en faisant 3 gardes. Et derrière, j'avais 2 demi-journées d'astreinte obligatoires. L'engagement, sachant que la garde, c'est volontaire, c'est moi qui me propose pour l'engagement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une grosse réflexion à avoir sur les petites casernes de campagne, parce que c'est ça la base du maillage territorial, parce que c'est le plus grand nombre de structures de casernes qu'il y a en France, c'est les casernes de petits villages finalement, c'est elles qui font vraiment le maillage. Après sinon c'est les grosses casernes. Et pour en revenir à une deuxième question pour Sébastien, tu parlais de l'arrêté justement de 2018 de l'Union européenne. Je me suis toujours demandé comment ça se passerait le jour où ils voudraient vraiment l'appliquer, parce que ça prend aussi en compte le temps de travail, il me semble, pour un salarié en entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir 11 heures entre 2 postes de travail, sauf que quand on sort du boulot à 18 h, on ne peut pas prendre la garde à 19 h et retourner bosser le lendemain à 8 h du matin, quoi, après avoir fini la garde à 7 h. Donc qu'en est-il de l'applicabilité de cet arrêté? Voilà. Merci. Il y avait encore ensuite Catherine et puis Madame derrière. Oui, bonjour. J'avais une question un peu sociologique, mais qui amène aussi des réponses politiques. Donc on parlait effectivement du manque de maillage territorial qui était assez grave et un peu du fait que c'est bizarre un service public qui repose autant sur les volontaires. Du coup, bon, naturellement, la réponse en tant qu'insoumis, ça va être de dire bon, il faut recréer des postes pour le maillage territorial, des effectifs, des forces services publics, etc. Et d'un autre côté, dans un aspect plus sociologique, on dit quand même que il y a dans ces milieux-là un fort caractère des politisations plutôt à l'extrême droite, qui envisagent les missions un peu plus dans un point de vue de la main droite de l'État, donc plus dans un angle de sûreté. Et du coup, déjà, je me pose la question sociologique, quand on parle de titulariser plein de volontaires, qu'est-ce qu'il en ressort des réponses? Est-ce que qualitativement, les travailleurs eux-mêmes aimeraient bien aller vers plus de ceci ou de cela? Voilà, qu'est-ce qu'il en ressort? Et aussi, d'un point de vue plus politique, quelles réponses on doit en avoir? Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas redéfinir un petit peu le rôle précis du pompier aujourd'hui, en disant est-ce que ça a un rôle plutôt d'aile droite, de sûreté, et du coup c'est plutôt des réservistes de l'armée qui travaillent avec des forces de l'ordre, etc. Ou est-ce que c'est plus l'aile gauche qui, c'est pas si grave, qui fasse un petit peu d'autres types de missions, car un peu penser leur utilité sociale vis-à-vis de ça, et auquel cas ce serait plus des fonctionnaires territoriaux qu'il faudrait un peu reformer, quoi. Voilà. Je vais me mettre là. Bon, Catherine Couturier, je suis députée de la Creuse. Je connais bien Sébastien, puisque moi je viens de la fonction publique territoriale et j'étais syndicaliste. Donc on a travaillé un petit peu ensemble. Aujourd'hui, moi je voudrais revenir sur ce que nous avons lancé au niveau des députés du groupe sur la question de la santé dans sa globalité. Avec donc l'initiative Allo Ségur, vous en avez certainement entendu parler, vu un petit peu sur les réseaux. Et notamment, moi, je voudrais vous témoigner de ce que j'ai mené dans ce cadre-là sur le département de la Creuse, où, je ne vais pas détailler, le département de la Creuse, c'est 750 pompiers, plus de 80% de volontaires, et pour une centaine de professionnels, il y en a la moitié qui sont au SDIS. Et donc, on se retrouve avec, en plus des professionnels qui ont toutes les habilitations pour pouvoir intervenir sur les différentes, ce que tu as témoigné, les différents types d'interventions en milieu rural, où il faut toutes les compétences et toutes les habilitations et toutes les formations, ce qui pose en plus un problème. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit... j'avais fait donc une visite, oui, je vais revenir là-dessus. J'avais fait une visite aux urgences de Guéret et j'avais discuté avec justement le personnel des urgences, les médecins, la difficulté qu'ils rencontraient. Bon, je ne vais pas détailler la situation des hôpitaux. Et je suis allée aussi à la régulation du SAMU.
Et là, on a eu cet échange sur le fait que, à partir de certaines heures, il n'y avait plus justement les moyens des médecins qui prenaient en charge les personnes âgées isolées et qui se retrouvaient avec des appels à la régulation. Et bien souvent, c'était intervention pompier pour aller parfois relever une personne tombée, prendre... Voilà. Et donc, je suis allée rendre visite à la caserne des pompiers. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont témoigné ? Ils nous ont témoigné notamment de ce manque de sapeurs-pompiers professionnels. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en journée, eh bien, les interventions reposent essentiellement sur ceux qui sont soit postés, soit professionnels. Avec des distances immenses. Quand vous imaginez un département comme la Creuse, quand il faut partir même de Guéret pour aller sur le plateau de Millevaches, parfois ils font même appel aux casernes du département d'à côté qui sont plus proches pour pouvoir intervenir. Donc là, on voit bien l'importance justement du renforcement des pompiers professionnels. Et là, je vais en revenir sur un petit peu la question qui a été posée, c'est quels moyens financiers on donne aujourd'hui au service public dans sa globalité, que ce soit sur l'hôpital ou que ce soit pour les SDIS. Enfin, je le dis comme ça, dans la globalité. Et les SDIS, c'est quoi ? Ce sont les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, aujourd'hui, elles sont toutes étranglées. Que ce soit les communes, les intercos, les départements. Voilà, Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, ils souhaitent, et c'était ça la crainte des sapeurs-pompiers, et là je vais poser la question un petit peu aux professionnels. Ils nous ont ils nous ont témoigné cette idée qu'ils sentaient qu'on allait vers un système à l'américaine, où on va avoir des spécialistes pour le feu, pour combattre le feu, et une partie d'ambulanciers, un peu d'aller vers des secteurs privés pour intervenir. Et c'était ça leur crainte. Notamment, leur difficulté, c'est qu'ils n'avaient même pas la nuit. La nuit, aujourd'hui, il n'y a même plus les ambulances pour pouvoir intervenir. C'est ça la difficulté. Donc, je ne sais pas, peut-être pouvez-vous un peu nous éclairer collectivement sur vers quoi vous sentez que ce gouvernement qui casse les services publics veut aller. Mais sachez que le groupe, et il y a d'autres députés dans la salle, nous menons le combat pour justement réaffirmer les moyens. Et Damien, on est intervenu sur un certain nombre d'amendements dans le cadre du pouvoir d'achat, dans le cadre du PLFR, et on ne lâchera pas l'affaire. Donc, une dernière question, et après je vous propose une série de réponses. Ça va si je vous donne 5-6 minutes chacun, ce qui n'est pas beaucoup, mais... Bonjour, moi je viens du Maine-et-Loire, où il y a eu aussi du feu, un grand feu sur Baugé, voilà. Simplement pour témoigner, aller dans le même sens, est-ce qu'on laisse les départements se débrouiller, ou alors on va sur des engagements nationaux plus importants, sachant aussi que, par exemple, aussi dans le même sens, les pompiers ont dû être logés sur place et ils ont fait donc appel à la population aussi pour avoir les matelas, la nourriture, etc., etc. C'est complètement impensable. C'est impensable de demander aux habitants de pouvoir nourrir, loger, etc. Les pompiers qui venaient de Paris, qui venaient un peu de partout, etc. Donc moi je pose la question au niveau de l'engagement de l'État au niveau national. Voilà. Merci beaucoup. Si ça vous va, on commence comme ça et chacun peut répondre un peu dans son champ de compétences. Moi j'ajouterais juste une question aussi sur la question des départements, le fait que ce soit donc les départements qui financent, et en même temps c'est le ministère de l'Intérieur qui donne les ordres, quoi. Le préfet donne les ordres et c'est le département qui paye. Aussi comment ça se passe à ce niveau-là, effectivement, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question à un moment donné d'avoir une seule et même personne qui donne l'argent et qui en plus
donne les ordres. Donc on commence par Marion et on fait comme ça. Je vous propose, là il est moins 10. Je vous propose de déborder un peu jusqu'à écart 20 si ça vous va. Et puis voilà, et après n'hésitez pas à attraper les intervenants durant les amphis, puisqu'une grande partie d'entre eux restent sur le site, donc n'hésitez pas à les choper après quand vous les trouverez au fur et à mesure des verres et des conférences. Je vais juste répondre sur la question plus sur la politisation. Au niveau en fait du vote et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est face à des gens qui peuvent avoir un penchant sur un vote droite ou extrême droite pour différentes raisons. Déjà, et je pense que les interventions ont un peu montré ça, et c'est ce qu'on lit aussi par exemple quand on lit des choses sur le vote de la police. Il y a déjà les trajectoires des gens qui vont faire que on peut être attiré par une profession ou une activité parce qu'elle présuppose tout un tas de valeurs qu'on va mettre derrière, et donc il va y avoir une inclinaison typiquement sur des choses d'héroïsme et tout un tas de choses qu'on a listées qui vont être sur la main droite, mais il y a aussi cette main gauche qui va être présente. Après, moi je pense que la réponse apportée, elle va être sur le sens que nous, typiquement quand on va faire la loi, comment on définit cette profession-là. Et par exemple, je vais faire le parallèle avec la police. Aujourd'hui, on a une police qui, pour tout un tas de raisons, et notamment les politiques d'austérité et de réduction des budgets, elle s'est tournée vers la répression et beaucoup de contraventions au détriment d'une police d'enquête et surtout d'une police de proximité qui a été supprimée. Nous, quand on propose une police de proximité, il va y avoir déjà pour tout un tas de policiers aujourd'hui qui sont sur le terrain, déjà pour certains une reformation, et surtout leur exercice même au quotidien, il va être différent. Le rapport avec la population, il va s'en trouver changé, et on peut imaginer que d'une part sur l'expérience même du travail, il va y avoir en fait tout un tas de choses qui vont tomber sur le fait qu'on va plus être uniquement sur de la répression, par exemple si on interdit le contrôle au faciès, etc. Il y a tout un tas de choses qui n'auront plus lieu d'être. Et de l'autre côté, quand on remodifie la fonction, ça va aussi peut-être attirer un certain nombre d'autres profils qui pourraient être par exemple intéressés par la police ou les pompiers, mais qui ne se retrouvent pas totalement derrière un certain nombre de choses. Typiquement, on imagine que sur la police de proximité, quand on dit on met ça en place, il y a des gens qui ne vont pas forcément être intéressés par la contravention, la répression, ou qui vont même, sur ceux qui sont en exercice, plus trouver trop de sens dans leur travail parce qu'ils ne sont pas devenus policiers pour ça. Si demain on leur dit en fait on met quelque chose, en fait on refond de la cave au grenier la fonction policière, et il y a à la fois du coup le profil social des gens qui va changer. On peut imaginer aussi par exemple sur la police une féminisation de la profession. C'est les mêmes questions là qui étaient soulevées sur les pompiers, qui sont des milieux très masculins. Donc en fait quand on refonde une profession, on peut aussi attirer d'autres profils sociaux. Et après sur l'exercice même du travail, sur nos salaires, est-ce que les services publics sont détruits, etc., et nos conditions matérielles d'existence, c'est des choses aussi qui vont façonner derrière la politisation. Après il y a d'autres facteurs plus larges, typiquement sur le vote RN, c'est pas uniquement le métier qui va conditionner ça, il y a d'autres choses, mais par le travail on peut refonder un certain nombre d'éléments, et qui permet pas de ramener tout le monde vers un vote France Insoumise, mais en tout cas modifier ça et modifier du coup le rapport au travail et aux gens, quoi. Merci beaucoup. Je vous propose, donc là il est 52, on fait 7 minutes chacun à peu près, si ça vous va. Enfin maximum, mais avec des latitudes quoi. C'est là où ça va être plus compliqué. Peut-être un mot sur le feu des riches et le feu des pauvres. J'ai jamais entendu parler en fait on fait les choix qu'on fait opérationnels. Ils sont guidés par l'urgence et les points. On commence toujours par défendre les vies, les moyens et la forêt ensuite. Ce qui peut expliquer un certain nombre de choix, mais il faut comprendre que dans le cadre des feux de forêt, les feux, une fois qu'ils sont partis, ils courent. Alors, moi, je ne vais pas parler des méga-feux, mais aux États-Unis, c'est la pluie qui éteint les feux. C'est pas les pompiers. Mais c'est pas les mêmes feux. Mais il faut comprendre qu'il y a des fois, quand les feux ils sont partis, à Landiras, on a envoyé le génie d'Angers d'ailleurs, et il a fallu raser une partie des bois en fait pour se dire le feu il va s'arrêter ici. Oui, ça, il faudrait regarder le détail, mais voilà. Sans doute que si le président de la République s'est déplacé, c'est peut-être parce qu'ils sont vus qu'on était un peu court. Parce qu'il y a des pompiers polonais qui sont venus, eux, du feu de forêt, ils n'en font pas. Ils n'ont pas de camion d'ailleurs. Hein. Ils sont venus, c'est autant pour l'expérience, parce qu'ils vont acheter des camions comme nous. Sans doute d'ailleurs, ils achèteront des camions allemands. Mais ils sont venus un peu pour l'expérience. Ils sont venus pour nous prêter main forte. Ils ont été utiles. Ils ont aussi des très gros camions en fait, mais eux ils s'engagent pas dans la forêt. Donc ça c'était pour le renfort. Sur l'histoire en fait de l'hébergement, bah ouais, je vais pas essayer de vous vendre du rêve en vous disant en fait quand l'État il vous envoie des renforts c'est super. Hein. C'est-à-dire que effectivement
Il y a des endroits où c'est très clairement la population qui a logé et qui a nourri en fait les pompiers qui sont venus en renfort. Et tous ceux qui vous disent le contraire sont des vendeurs de rêves. Moi j'ai déjà vu des maires, parce qu'on est du même département. Et donc j'ai déjà fait un peu le tour de la situation. Moi mes collègues m'ont fait un retour qui n'était pas du tout celui le même que les décideurs. Parce que si les agriculteurs sur des groupes Facebook, ils s'étaient pas pris par la main pour dire en fait, des fois pas du même département, de dire demain en fait on fait une virée, il y a un feu qui brûle. Bon, ils nous ont un peu pourri nos engins quand ils les ont remplis, parce qu'on n'a pas les mêmes camions, mais ils ont été heureusement en fait qu'ils sont venus. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu les mobilisations des populations qu'on fait la circulation, parce que la police était débordée, s'il n'y avait pas eu en fait le nourrissage, parce qu'on s'est retrouvé avec des pompiers qui avaient plus de radio, plus de carburant, plus d'eau, ils étaient en forêt. Si les gens n'étaient pas venus en fait pour leur donner ce qu'ils avaient besoin, je dis pas qu'ils y seraient encore, mais voilà. Heureusement, ce qui donne quand même de l'espoir, on n'arrête pas de nous parler d'individualisme. Moi, je crois pas que l'individualisme il ait progressé. Je pense que le collectif il a bien morflé et que les gens ils s'engagent pas de la même manière. C'est-à-dire c'est souvent régi par l'émotion. Mais heureusement, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font peut-être jamais rien en fait pour les autres. Et là, ils ont été touchés par à la fois l'engagement en fait des pompiers et tous ceux, parce que on a aussi plein de gens qui sont engagés qui n'étaient pas pompiers. Hein. L'ONF qui est venu, qui a fait du déboisement, en fait, les militaires, toute la chaîne logistique des pompiers, les mécaniciens, en fait, les réseaux radio, ceux qui nous font des cartes, etc. Parce que quand on vous donne des missions et que vous n'avez pas de carte en forêt, vous n'êtes pas sûr d'aller au bon endroit quand même. Hein. Donc pour la logistique, bien sûr que quand le président de la République, quand il réunira les gens intelligents, et j'espère qu'il y aura quelqu'un en fait qui lui dira. Je vais vous dire un mot du financement, comme ça répond en fait à. Alors le financement c'est un peu complexe. On va mettre de côté la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en fait qui sont des militaires et qui ont un mode de financement en fait particulier. Pour les SDIS, d'ailleurs tous les autres, en dehors du bataillon des marins-pompiers de Marseille, en fait de la brigade et de la sécurité civile en fait qui sont des militaires qui sont répartis à Nogent-le-Rotrou et puis dans d'autres unités. C'est essentiellement les conseils départementaux, les communes et les EPCI. Mais le conseil départemental, il touche aussi de l'argent de l'État, alors attention, ça c'est du jargon, sous la forme d'une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Mais là, on a un problème. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « oui, il faut l'augmenter ». Bon, alors déjà, on peut l'augmenter, mais c'est de l'argent qu'on prend à quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même un problème en fait à réfléchir en termes de financement. Il ne suffit pas de dire on va prendre l'argent, les autres ils se débrouilleront. Et la deuxième chose, c'est que il faudrait quand même que je vous explique comment fonctionne la TSCA. La TSCA, c'est l'article 52 en fait de la loi de finances de décembre 2004 pour l'année 2005. Et elle est géniale puisque personne n'est capable de me l'expliquer. Donc je vous la donne. Enfin pour comment on a fait ça. C'est-à-dire que le paquet de pognon en fait qu'on ventile, qui était de 800 millions d'euros en janvier en 2005 et qui est des 1,3 milliard en fait à peu près en 2022, c'est en fonction du nombre de véhicules à moteur immatriculés dans chacun des départements en 2003, au 1er janvier 2003. Alors moi je vous le dis tout de suite, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont lésés. Parce qu'à ce moment-là, les deux roues n'étaient pas immatriculés et que les DOM, c'est pas l'endroit. Ils sont réputés pour être pauvres, les plus pauvres en fait que d'autres départements métropolitains. Et c'est pas ceux qui ont plus de véhicules à moteur. C'est-à-dire, tout le monde a l'air de se faire parfaitement à l'idée que on donne moins d'argent à ceux qui sont plus pauvres. Ce qui est une idée assez étrange. Et effectivement, il y a quand même des problèmes de financement à recadrer, mais sur les questions en fait du rôle des pompiers, c'est des questions intéressantes, mais qui nécessitent d'associer les pompiers et tous les autres acteurs. Le SAMU, parce qu'on a parfois au fait des endroits où on envoie des infirmiers, sapeurs-pompiers volontaires ou des médecins en fait pour essayer de compléter, mais parfois être en concurrence aussi avec le SAMU. La question en fait du secours à personne, si c'est pas les pompiers qui le font, est-ce qu'on est pour la privatisation ou est-ce que comme on le porte avec Christophe Prudhomme depuis longtemps, il faut une flotte d'ambulances attachées à l'hôpital, parce qu'il y a des choses en fait, c'est des gens qui ont besoin d'aller consulter à l'hôpital. Ils ont juste pas de moyens de locomotion, soit en fait parce que leur état physique leur permet pas, soit parce qu'ils n'ont pas de permis, soit parce qu'ils habitent des endroits où il n'y a pas de transport en commun, soit parce que les heures correspondent pas en fait, parce qu'au milieu de la nuit les transports en commun c'est mignon, mais c'est pas forcément toujours très pertinent. Donc il y a des besoins sociaux. La réponse c'est pas toujours les pompiers, ça c'est vrai,
Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est privatiser l'ensemble des missions en fait, qu'on a fait ne plus assurées par les pompiers. Les guêpes, on les a privatisées. Les gens, pour autant, ils n'ont pas payé moins cher pour les pompiers. Les ascenseurs, c'est aux ascensoristes en fait, qu'on facturait. Et puis, il y a tout un tas d'interventions qu'on s'est mis à ne plus faire et qui pourtant relèvent en fait, des besoins sociaux. Donc il faut plutôt aborder la question, pas du point de vue des pompiers, mais des besoins sociaux et de se dire qui et quels moyens on attribue en fait, pour y répondre. Et puis je termine sur les pompiers suspendus. J'ai répondu 120 fois, mais en fait je réponds. Nous, on était contre l'obligation vaccinale. Donc on n'est pas embêtés. Mais il ne faut pas réintégrer les gens. Il faut lever l'obligation vaccinale. C'est-à-dire on ne peut pas réintégrer des gens en disant en fait eux c'est bon, on en a besoin, en fait ils reviennent. Et puis les autres en fait ils vont prendre une 4e dose. Voyez. C'est-à-dire soit on lève l'obligation vaccinale. Mais par contre, je vous le dis, au niveau des chiffres, on parle de 5000, c'est nous qui avons donné les chiffres, 5000 pompiers volontaires en fait en octobre. Il n'y a pas de chiffre depuis janvier. Et puis on parlait de 140 sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, on est plutôt, a priori, en fait, aux alentours de 70 en fait, sapeurs-pompiers professionnels. Il y a bien des gens qui sont en arrêt, qui sont en disponibilité et qui ne sont pas vaccinés et qui aimeraient bien revenir. Mais au regard de nos besoins, c'est proprement marginal. Ce qui ne les empêche pas de revenir, hein, mais c'est proprement marginal. Voilà. Merci beaucoup. Charlotte, je te laisse répondre à ton tour pour une durée de 7 minutes. Donc du coup, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'expression qu'on emploie depuis le début de définir le métier de pompier comme étant scindé en une main gauche, une main droite. J'ai un petit peu l'impression qu'à utiliser beaucoup cette expression, on finit par penser qu'il y aurait véritablement une scission au sein du métier entre des personnes qui seraient plus tournées vers le métier parce qu'il y aurait une affinité de ces personnes-là pour des activités qu'on pourrait qualifier ou relier à du care, et d'autres personnes qui seraient attirées par ce métier-là parce qu'il y aurait un côté militaire, paramilitaire, ordre, autorité qui les pousserait dans cette voie. À mon sens, et le ressenti que j'ai de ce métier-là, c'est qu'on peut peut-être, oui, avoir des personnes qui ont l'attrait de l'uniforme, mais c'est pas si simple que ça. C'est plutôt le métier a une double injonction, pas nécessairement contradictoire, mais qui rentre en tension avec elle-même au fur et à mesure des interventions. Mais les pompiers, oui, portent un uniforme, adhèrent à une hiérarchie militaire, mais pour autant sont des personnes qui n'ont pas, par exemple, l'usage de la violence. C'est illégitime pour un pompier de faire usage de la violence physique. On va avoir quand même des personnes qui vont s'engager parce qu'il faut sauver. On a du care, on a de l'ordre et de l'autorité, mais c'est des injonctions qui existent de manière permanente au sein de ce métier-là. Quand on parle, comme aux États-Unis, de scinder le métier en 2 professions distinctes, d'une part, avoir des gens qui ne s'occuperaient que de l'incendie, qui représentent moins de 5% des interventions pompiers, et d'autre part, des personnes qui feraient tout ce qu'on pourrait qualifier de paramédical. Alors on peut avoir différentes positions là-dessus, je ne connais pas forcément celle des syndicats pro ou volontaires, mais à mon sens, ça va créer beaucoup de dissensions au niveau de la profession, parce qu'en fonction de quelle caserne on parle, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Les casernes qui ont besoin des pros, si vous commencez à leur dire, eh ben maintenant il y aura des qui feront que de l'incendie, des qui feront que du paramédical, c'est des casernes qui sont vouées à disparaître, à être en encore plus grande difficulté qu'aujourd'hui. Ça va poser des difficultés énormes. Il y a des casernes qui, pour continuer à avoir quelques postes pros, alors qu'on a des difficultés d'embauche au niveau des pros, il va y en avoir encore moins, puisqu'il y a quasiment très très peu d'interventions en incendie comparées aux autres interventions qui relèvent du service à la personne. Penser l'utilité sociale, à mon sens, ce qui pourrait être intéressant de penser, c'est l'imaginaire collectif qu'on a de cette profession et qui est aujourd'hui en décalage par rapport aux activités réellement accomplies par les pompiers professionnels. Comme on le dit, si on garde cette image de soldat du feu, ça reste un petit peu le surnom de la profession pompier en France, alors qu'en vérité, c'est surtout vrai pour les volontaires. En plus, si en 5 ans d'engagement, des incendies, des gros, vous en avez fait 2, vous avez de la chance en fait. Enfin, si vous considérez ça comme une chance, c'est une question de point de vue.
du coup, ça pourrait être assez particulier de se dire qu'on va maintenir cet imaginaire collectif, qu'on va continuer à le vendre à une jeunesse pour qui le métier de pompier est hautement populaire, comme on l'a dit. Ça semble un peu particulier et peut-être qu'il faut changer l'imaginaire qu'on porte sur cette profession pour valoriser toute la dimension du care qu'elle comporte de plus en plus aujourd'hui et qui, elle, n'est ni valorisée dans l'imaginaire qu'on porte sur ce métier, mais cette absence du care dans l'idée qu'on se fait du pompier, ça se retranscrit aussi dans les formations. Il n'y a pas forcément au niveau des formations volontaires ou professionnelles, peut-être que ça a changé depuis que j'ai quitté la formation, mais de souvenir, on n'a pas forcément des outils qui sont amenés par les formations qui permettent d'appréhender véritablement des situations d'urgence sociale. Alors que l'urgence sociale, par faute de moyens dans d'autres services, ça retombe beaucoup sur le nez des pompiers. Et là-dessus, on peut facilement se retrouver assez démunis, en fait. La psychiatrie, oui, par exemple, tout à fait. On peut se retrouver en manque de compétences, on peut se retrouver un peu dépassé par des situations. Et lorsqu'on exerce dans des milieux, des casernes où ces interventions sont récurrentes, ça fatigue en fait à la longue, ça exacerbe une certaine lassitude. Ce qu'on disait, ça développe du rancœur et à mon sens, quand on parle de casernes de grandes métropoles où le vote RN est très important, c'est à corréler clairement avec cette frustration qui est présente chez de très nombreux professionnels. Un dernier point, quand on va parler d'intervention de confort, on peut critiquer l'expression, on peut dire qu'effectivement, partir du principe, qui à mon sens est plutôt idéologique, de dire personne ne fait jamais appel aux pompiers parce qu'on en a envie, c'est qu'on est dans une forme de détresse. Et oui, c'est vrai, mais cette détresse, elle reste à situer. Est-ce qu'elle rentre véritablement dans le champ de compétences des pompiers ou est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer la profession pour répondre à des besoins d'autres services qui sont complètement mis à mal et également déstructurés en fait? Et je ne dis pas que c'est la position de LFI, mais si on part du principe qu'on va se contenter de dire que les interventions de confort, c'est un élément de langage de l'extrême droite qui est scandaleux et intolérable, on rate quelque chose. C'est une expression qui fait mouche parce qu'elle traduit une certaine réalité. Elle traduit la lassitude d'être réveillé 4 fois dans la nuit pour aller devant le pas d'une porte d'une maison où des gens vous attendent avec leurs valises parce que le conjoint, la conjointe n'avait pas envie de conduire monsieur ou madame à l'hôpital. Ça reste aussi une lassitude d'aller chez quelqu'un qui vous dit « j'ai mal à la tête ». Bon d'accord, depuis quand vous avez ce problème? Et on vous répond 3 semaines. D'accord, si vous avez des douleurs depuis 3 semaines, peut-être que SOS médecin aurait été plus adapté si vraiment vous voulez une prise en charge là, maintenant, tout de suite à 2h du matin. Sauf que SOS médecin, c'est combien d'heures d'attente? C'est peut-être que cette expression intervention de confort, il faut la prendre au sérieux parce qu'elle traduit une réalité de certaines interventions et sans nécessairement lui donner l'importance comme le fait le RN, il faut s'interroger sur la réalité qu'elle cache, cette expression, et sur qu'est-ce qui amène cette expression à faire mouche auprès d'une grande partie des pompiers. Alors, très rapidement, parce qu'il y a une très bonne musique qui a démarré. Alors, oui, juste réagir sur 2-3 points. Bon, la privatisation, d'abord, c'est une des solutions, hein, c'est de privatiser, comme dans tous les services publics. Il faut savoir que dans certains endroits aux États-Unis, on privatise les services d'incendie et de secours, pas seulement le secours à personne, à l'incendie aussi. Si vous n'avez pas l'assurance qui permet, les pompiers viennent, ils vérifient que vous avez votre contrat. Vous n'avez pas votre contrat, ils laissent cramer la baraque. Donc je pense que on n'a pas tous envie de voir ça. Voilà. Alors, je pense que dans le fond, une des choses importantes dans la définition même de ce service public, c'est qu'il relève des fonctions régaliennes de l'État, il me semble, et qu'à ce titre-là... Ah, il n'y a plus de... Sinon, je peux parler sans. Non. Je le prends pas mal. Ah là, je pense que c'est reparti. Ouais. Donc, je disais, oui, est-ce qu'on prend au sérieux... Merci. Le fait que c'est une fonction régalienne donc de l'État, et à ce moment-là, on le prend vraiment en charge. Ce qui veut dire aussi qu'une des spécificités peut-être de ce service public-là, c'est que pour bien fonctionner du point de vue pompier, il faut comprendre qu'on travaille au cas où. Il faut
payer des moyens et des personnels au cas où ça parte en live, c'est-à-dire qu'il y a la catastrophe, etc. etc. Donc c'est totalement à l'opposé de la logique néolibérale ou du New Public Management qui veut au contraire conditionner les dépenses et même le moindre centime à la réalité de telle ou telle intervention, au temps passé, etc. Il y a eu beaucoup de tentatives dans ce sens-là, même dans ce monde-là. Hein. Il y a eu des tentatives pour, par exemple, quantifier le temps qu'on doit passer sur telle ou telle intervention. Vous faites une cheville, ça dure 1h12. Vous faites, je sais pas quoi, ça dure 1h30. Vous faites... Tout pompier vous dira qu'il y a plein de problèmes. D'abord, on ne sait pas sur quoi on va arriver. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et une partie non négligeable des interventions s'appelle malaise, voire... Quand le mec de la régulation est sympa, il met malaise sans précision, ce qui veut vraiment dire que vous ne savez pas où vous allez. Donc, inutile de vous dire que c'est quand même assez difficile de savoir si vous allez passer 40 minutes, 45 ou si vous allez arriver sur un truc grave qui va peut-être durer très longtemps. Mais donc cette histoire de au cas où, c'est-à-dire de mettre des moyens si jamais, etc., ça va à l'encontre même de la logique qui s'est instaurée depuis au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Je ne reviendrai pas sur la question de l'intervention de confort, je pense que Charlotte a bien dit le truc. Je note juste que quand on parle d'intervention de confort, c'est toujours pour parler des quartiers populaires. Hein. Moi, j'ai plein de collègues qui font des interventions dans les quartiers bourgeois où on leur demande d'enlever leurs bottes pour pas salir les tapis, où on leur dit bah oui, j'ai laissé mon verre d'eau. Non, mais c'est véridique. Hein. J'ai laissé mon verre d'eau à tel endroit, il faut me l'apporter pour que je prenne. Alors là, c'est jamais des interventions. Si, c'est véridique. Donc là, bizarrement, je crois qu'on ne parle jamais d'intervention de confort. Donc c'est toujours les assistés qui, évidemment, dans leur quota. Je pense que dans le fond, un des problèmes, c'est quelles sont les missions que les services de secours, les services pompiers assurent parce que d'autres services ne les assurent plus. Et donc, effectivement, ça leur retombe sur le coin du nez, comme dirait Charlotte, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il n'y a pas de flotte ambulancière, il n'y a pas. Donc à la fin, les gens font le 18 pour un peu tout et n'importe quoi, parce que là, ils se disent... eh ben, au moins j'aurai une équipe qui va résoudre le problème, quel que soit le problème. Donc on tourne entre guillemets, on tourne en rond, mais il y a effectivement à avoir, du point de vue politique, une pensée systémique des services aux personnes à avoir. Dernier point, très rapidement. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les employeurs qui ont des pompiers volontaires et qui les laissent partir en intervention, etc., quelles sont les rétributions concrètes, réelles, pas seulement le label. Je sais que c'est bien le label, mais bon voilà. Quelles sont les rétributions ou les moyens qu'on a de les remercier des entreprises citoyennes, c'est-à-dire de prendre le risque. Quand j'ai commencé dans le milieu, je m'arrêterai là-dessus, j'ai été effaré d'apprendre qu'un certain nombre de collègues cachaient dans leurs entretiens d'embauche qu'ils étaient pompiers volontaires de peur de ne pas avoir le job, en disant mais tu sais, en fait maintenant c'est mal vu parce que l'employeur se dit ah bah il va se barrer à n'importe quel moment, il n'est pas fiable, si jamais ça bip il se casse, etc. Donc je ne vais pas le prendre. Moi, j'étais quand même un peu scotché d'apprendre que des gars qui vont quand même risquer leur peau et sont des pompiers volontaires cachent cet engagement-là, qui par ailleurs est une compétence qui peut être tout à fait utile dans une entreprise, dans une boîte, etc. Le cache. Bon, donc ça pose aussi peut-être une question de ce côté-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du côté des employeurs qui font ce genre de choses. Mais voilà, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses, mais merci beaucoup en tout cas. Bon, merci beaucoup tout le monde. Donc, on remettra la vidéo un peu plus tard. Là, je crois qu'on a un peu craché au niveau du téléphone, mais on piquera la vidéo à la France Insoumise pour la remettre sur les réseaux si vous voulez suivre tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer aussi sur la boîte mail parlementaire pour demander à Benjamin si vous avez des témoignages de volontaires, de pompiers pros, etc. Je pense que c'est un sujet sur lequel on doit beaucoup avancer. Je vais aussi remercier le camarade à la technique qu'on a fait pouvoir ôter un quart d'heure de plus. Enfin, pas ôter non, parce que tu étais passionné de ce dont on parlait, mais quand même d'avoir tenu un quart d'heure de plus. Merci beaucoup. Et puis merci tout le monde, et puis n'hésitez pas, on se retrouve de toute façon sur le village, n'hésitez pas à retrouver les intervenants également, puis on se voit toutes et tous très vite, et merci surtout aux intervenants, et j'excuse Marion qui a dû partir un tout petit peu plus tôt. A bientôt, et encore merci Romain, Charlotte, Sébastien et Marion.